Mais qui est le plus grand youtubeur du monde? Si votre réponse est Squeezie ou MrBeast, arrêtez tout de suite cette vidéo et revenez d'ici quelques années quand vous aurez enfin atteint les 18 ans. On est entre personnes majeures et vaccinées ici. Si votre réponse est le démonteur, arrêtez tout de suite cette vidéo et revenez d'ici quelques années quand ce sera devenu vrai, si je me suis pas jeté d'un toit d'ici là. Bon, blague à part, si on parle purement statistique, bien évidemment MrBeast écrase toute la concurrence, ça n'est un secret pour personne, mais c'est pas exactement ce dont je veux parler aujourd'hui. Pour mieux aborder ce dont je veux parler, la première question à se poser, ce serait peut-être une question du genre, mais c'est quoi être un youtubeur dans le fond? Oui, on se pose des questions hautement philosophiques par ici. Non, parce qu'au final, MrBeast il est très fort dans ce qu'il fait, mais quand même on pourrait débattre sur le fait que ça se rapproche presque de la télévision finalement. Alors je sais que là tout le monde a envie de me huer, mais laissez-moi m'expliquer 5 secondes. On le sait tous, les gros formats de sa chaîne ce sont principalement des grosses productions, et ce qui les différencie d'une émission de télé lambda, c'est finalement la présence du crew de MrBeast. Présence et personnalité qui se sont, je trouve, amoindries avec le temps, particulièrement sur cette dernière année. Finalement, et assez ironiquement, je trouve que c'est quasiment à l'exact opposé de ce qu'on fait en France avec les grosses productions, par exemple de Squeezie. Même si ce sont aussi des vidéos très onéreuses avec beaucoup de moyens de production mis en place, les créateurs de contenu et les personnalités restent au cœur du sujet des vidéos, et c'est peut-être ça qui fait que je trouve que MrBeast n'est plus vraiment un youtubeur aujourd'hui. Ses vidéos sont extrêmement bien faites, extrêmement bien montées, ça maximise un max la rétention, ça performe comme jamais dès le lancement de la vidéo, et pourtant ça manque de plus en plus de personnalité. Mais alors du coup c'est bien beau, on bâche gratuitement MrBeast alors qu'il fait du bon boulot, c'est un petit peu ma spécialité, mais qui peut s'asseoir à sa table et dire qu'il a apporté autant à YouTube que lui? Et bien en fait il y a une personne qui peut faire ça, et cette personne vous la connaissez probablement, c'est PewDiePie. Alors vous trouvez peut-être que je fais le gros maxeur, mais il y a absolument zéro vanne. Si aujourd'hui le bougre a pris sa retraite et fait plus trop de contenu, il fut un temps où il était numéro 1 loin devant les autres, et ce pendant des années. MrBeast il a commencé à s'imposer qu'à partir de 2018-2019, et je vais peut-être faire l'ancien, mais la plateforme a une histoire bien avant cela. Et donc pour comprendre l'impact qu'a eu PewDiePie sur YouTube, je vous propose de faire une petite rétrospective. Ah, le début de la décennie précédente, c'était quelque chose quand même, hein. Le monde se remettait à peine de la crise des subprimes de 2008, il n'y avait pas encore de Covid-19, il n'y avait pas encore Macron non plus, bref, la Terre était plate et c'était vraiment la belle époque. Et durant ces années-là, bah faut dire ce qu'il y a, niveau contenu, il n'y avait pas non plus grand chose à se mettre sous la dent. Et dans la petite sphère anglophone encore en cours de développement, il y a beaucoup de noms qui circulent, notamment celui de PewDiePie. Il s'est principalement fait connaître comme beaucoup de youtubeurs de l'époque en jouant à des jeux d'horreur et en ayant des réactions totalement surjouées qui ont clairement un petit peu mal vieilli aujourd'hui. Il a pourtant très rapidement atteint le million d'abonnés le 13 juillet 2012, il a inspiré une génération entière de youtubeurs par la suite. Grâce à sa notoriété grandissante et assez précoce dans l'écosystème de YouTube de l'époque, ça peut paraître bête, mais il a vraiment participé activement à la manière dont est perçue l'activité de youtubeur. Déjà pour beaucoup, à l'époque, si tu fais des vidéos sur YouTube, t'es un énorme nerd, ça n'est pas un métier et ça ne le sera probablement jamais. Pourtant le bougre est l'un des premiers à quitter ses études pour faire ça full time et se ramène même à des conférences premier degré sur les trends du business en ligne pour expliquer que voilà, quand il fait des blagues sur les barils d'Amnesia, et ben en fait c'est ce qui lui permet de faire 180 millions de vues sur la plateforme. Et les réactions du public sont absolument unanimes. Has anyone seen my videos before? Why are we still here? Just to suffer? PewDiePie a vraiment défini ce qui sera la ligne éditoriale de beaucoup de chaînes YouTube par la suite, il le dit lui-même lors de sa conférence. Beaucoup de gens jouent à des jeux qui sont fun à jouer, mais je pense que c'est mieux de jouer à des jeux qui sont fun à regarder. En fait à l'époque on n'a pas forcément conscience que ce qui prime avant tout c'est le spectateur, et que ta vidéo, si toi t'as du fun, bah c'est très bien, mais si elle plaît pas au spectateur, c'est mort, c'est niette. Tout ça pour dire que l'idée de développer le côté divertissant d'une vidéo en priorité, bah c'est peut-être l'un des premiers à l'avoir appliqué pour de vrai. Durant cette période, il aura une influence énorme sur les autres créateurs de contenu, aussi bien anglophones qu'à l'international. Beaucoup reprendront ses idées, dont Squeezie en France. Alors je sais qu'il s'en est beaucoup défendu à l'époque, mais force est de constater qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances overall. Mais bon, ça ce serait un autre sujet de vidéo. Si PewDiePie est le plus grand youtubeur du monde, c'est parce qu'il représente à lui tout seul ce que YouTube a toujours été. Des contenus originaux qui deviennent mainstream, une certaine proximité avec un créateur de contenu et des controverses. Beaucoup de controverses. Et oui, car le saviez-vous, s'il n'a jamais été impliqué, contrairement à nos champions du harcèlement sexuel français, dans des affaires pénalement répréhensibles, il a quand même été à l'origine de la première adpocalypse sur YouTube. Mais alors c'est quoi une adpocalypse, me diriez-vous? C'est un terme spécifique à YouTube qui désigne une période durant laquelle les gros annonceurs, suite à différents scandales sur YouTube, vont se retirer de la plateforme et ainsi faire baisser les revenus du site, mais aussi les revenus des créateurs de contenu. Au total, paraît-il qu'il y en a eu à peu près 4 sur la plateforme, mais la première a bel et bien comme point de départ PewDiePie. Mais alors qu'est-ce qu'il a fait le bougre pour déclencher un tel bordel? Pour la faire courte, dans une vidéo, il utilise le service Fiverr pour faire des trucs à des gens contre de l'argent,
d'argent, il fait écrire à des Indiens qui dansent dans un fleuve un message à caractère antisémite que je ne montrerai pas ici parce que je veux conserver ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Cette vidéo, elle a eu un impact direct sur la monétisation du site, bien entendu, mais aussi sur la manière dont on appréhende l'humour sur YouTube. Alors pour le coup, c'est pas propre à la plateforme, mais si vous traînez sur internet, vous savez que l'humour dans ces années-là, qui était assez populaire, c'était l'humour noir performé avec, disons, peu de tact et peu de subtilité. Oui, même moi j'y suis passé, c'était une époque triste et désolante où je pensais sérieusement que terminer une blague par les nazis, c'était quelque chose qui était drôle. Je m'en veux encore pour ce cruel manque de discernement, mais je suis content de m'en être sorti, je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Bon, bien évidemment, il s'est excusé par la suite, excuses qui ont été plutôt acceptées par internet de manière générale, mais pas par les marques et les partenaires commerciaux qu'il avait à l'époque. Il perdra son contrat avec son network Maker Studio, qui est une filiale de Disney. La saison 2 prévue pour sa série Scare PewDiePie, qui avait été lancée sur YouTube Red, ne verra jamais le jour, et le network qu'il avait lancé en collaboration avec d'autres youtubeurs de l'époque, Revel Mode, s'arrêtera aussitôt en même temps. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Il a été l'un des premiers à faire l'une des plus grosses controverses du site et à en subir les conséquences de plein fouet. Et c'est ça qui fait qu'un youtubeur est un youtubeur et non pas une corporation sans âme. Ce sont des gens qui font des erreurs, qui apprennent et qui évoluent avec le temps pour la plupart. Est-ce que votre pote MrBeast, il a déjà été cancel pour avoir dit le N-word? Je crois pas, non. Et c'est quelque chose que je trouve quand même assez respectable tant que ça reste dans les limites du raisonnable, hein. C'est sûr que c'est un peu différent si une personne a directement été victime d'un comportement, que ce soit moralement ou physiquement. Clin d'œil, clin d'œil. Bon, bien évidemment, on ne peut pas parler de PewDiePie sans parler de son altercation avec T-Series entre 2018 et 2019. Pour resituer le contexte, pour ceux qui savent pas, PewDiePie a été numéro 1 en nombre d'abonnés pendant 5 ans, mais il y a eu un truc qui s'est passé en 2016 qui allait changer la donne. On connaît pas forcément bien les enjeux de l'Inde en Occident, mais il faut savoir que depuis septembre 2016, il y a des compagnies téléphoniques comme Reliance Jio qui ont offert l'accès à Internet à beaucoup d'Indiens pour pas cher. Et ça a son importance pour la suite. On estime qu'entre 2018 et 2020, c'est plus de 23% de la population indienne qui a eu accès à Internet. Et du coup, ces gens qui découvrent ou redécouvrent Internet, quand ils sont sur YouTube, ils cherchent du contenu à se mettre sous la dent. Et T-Series rentre parfaitement dans les cases, car c'est un géant de l'industrie musicale indienne qui gravite notamment autour de Bollywood. Du coup, PewDiePie, numéro 1 en nombre d'abonnés pendant 5 ans, risquait de se faire dépasser par T-Series, qui connaissait une croissance énorme, dépassant plusieurs dizaines de millions d'abonnés par an. En réponse à ça, pour blaguer un petit peu, PewDiePie commence à les clasher dans ses vidéos, et finalement, il pond plusieurs musiques assez rigolotes sur eux. Alors à la base, il fait ça parce que c'est drôle, bien évidemment, mais les sphères anglophones se sont vraiment beaucoup attachées à ce combat, considérant que c'est une espèce de bataille entre petits youtubeurs et grosses corporations sans âme. Bon, bien évidemment, PewDiePie il finira par perdre, mais les communautés engagées garderont quand même un souvenir très marquant de tout ça. Cet événement aura pondu des classiques comme Beach Lasagna et aura aussi montré au monde entier que opposer deux chaînes YouTube, c'est un truc qui marche énormément pour faire des vues et mobiliser des communautés. Concept qui sera bien entendu largement repris en France et qui existe encore aujourd'hui avec des chaînes comme par exemple celle de Mr. Who the Boss, youtubeur tech à plusieurs millions d'abonnés qui crée une fausse rivalité entre sa chaîne et celle d'Apple dans le but de mobiliser davantage sa propre communauté. Bon, sur cette période, finalement, c'est assez classique, il fait juste des trends et il est au top comme d'habitude parce qu'il est numéro 1. Faux! Ce qui se dit souvent sur PewDiePie, notamment dans les sphères francophones, c'est qu'il aurait perdu toute sa motivation suite à son altercation avec T-Series et que c'est pour ça qu'aujourd'hui il fait moins de vidéos. Mais ça, c'est carrément faux. En parallèle de tout ce qu'il fait sur YouTube, à partir de 2018, PewDiePie il va commencer à faire des vidéos qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui vont en dire long sur sa manière d'appréhender à la fois les réseaux sociaux, la notoriété et l'argent. Entre deux vidéos réactions, il va commencer à apparaître des authentiques vidéos de philosophie. Oui, de la philosophie chez un YouTuber. Comme par exemple celle-ci, intitulée Comment être heureux tutoriel, qui derrière une miniature bariolée et un titre un petit peu rigolo, cache une vidéo intéressante sur le sujet du stoïcisme. Je vous jure qu'il y a zéro vanne. Imaginez juste Squeezie qui sort une vidéo sur sa chaîne principale où on voit pas son visage et où il dit que c'est un grand épicurien et que Socrate peut aller se faire foutre. Ce serait quand même très bizarre. Mais finalement, c'est la réalité derrière la perte de vitesse de PewDiePie sur YouTube. Ça n'a rien à voir avec la motivation, c'est avant tout une question de bonheur. Et c'est la leçon que nous devrions tous tirer de son aventure sur la plateforme. À une époque où les opinions sont de plus en plus polarisées, on a vite fait de dire que quelqu'un est finito juste parce qu'il s'est retiré de la course au succès, et ça c'est particulièrement vrai sur YouTube. Seulement voilà, on le voit encore aujourd'hui en France avec par exemple Mastu ou McFly et Carlito, être dans la course, ça ne rend pas forcément heureux, même si tout fonctionne pour toi. Et PewDiePie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'a jamais vraiment été là-dedans. Là où tous les gros youtubeurs de la planète doivent partir dans la surenchère avec des productions de plus en plus impressionnantes ou bien des vidéos parfaitement montées sans aucun défaut avec une écriture impeccable, et bien PewDiePie il s'est hissé au sommet en faisant du shitpost dans sa chambre devant un ordinateur. C'est quand même un sacré tour de force car au-dessus de 10 millions d'abonnés, je crois pas vraiment qu'il y ait de personnes qui fassent ça. Aujourd'hui il a pris sa retraite en expliquant qu'il ne ferait plus de vidéos en se forçant et qu'il en ferait que quand il en aura envie. Entre temps il s'est marié avec sa copine de toujours Mardia, il a eu un gosse et il coule des jours heureux de millionnaire au Japon, le tout en faisant des vlogs de temps en temps sur sa vie.
Mais alors qu'est-ce que cette petite rétrospective peut nous apprendre? YouTube est un monde édulcoré qui fait rêver beaucoup de gens, dont des plus jeunes, et si vous pensez sincèrement que MrBeast est le meilleur, vous êtes ce qu'on appelle communément un BDS, un border de stats. Être le meilleur, c'est pas seulement être celui qui est devant, c'est aussi être celui qui a apporté le plus à la plateforme et qui a montré un exemple pour beaucoup de gens. MrBeast qui explique qu'il dort dans ses locaux parce qu'il travaille littéralement 24 heures sur 24 et que sa méthode de travail consiste à s'acharner pendant 2 semaines jusqu'à faire un burn-out, patienter 2 jours, puis recommencer, bah ça prouve pas grand-chose si ce n'est le fait que c'est un ovni du milieu. Il est très fort, il est très bon dans ce qu'il fait, mais c'est pas forcément le plus grand youtubeur, c'est juste le plus gros. Juste au cas où je parle de son nombre d'abonnés, bien évidemment. PewDiePie a été meilleur pendant très longtemps en faisant ce qu'il aime, et à partir du moment où ce n'était plus le cas, il a décidé d'arrêter, et c'est très bien comme ça. Finalement, il résume un petit peu ce qu'est le cycle de vie d'un youtubeur. Ce sont souvent des débuts de gros galériens, suivis la plupart du temps par une ascension fulgurante, le tout parsemé de controverses à droite à gauche. Autant vous dire que si j'ai hâte de connaître mon ascension fulgurante, j'ai pas forcément hâte de connaître mes controverses. Hein. Bref, tout ça pour dire qu'on devrait tous aspirer à faire ce qu'on aime réellement faire, et ce malgré la pression écrasante du quotidien de la vie d'adulte qui nous pousse à réussir et à faire de la moula. Si vous êtes plus jeune, ça vous parle pas forcément, mais vous en faites pas, ça va venir. Ça va venir. Finalement, cette conclusion, elle est pas en lien direct avec PewDiePie, mais ça me tenait à cœur de la faire. C'est important de savoir prendre du recul et de sortir de la course pour savoir ce qui nous rend réellement heureux, qu'on soit au sommet du monde ou qu'on galère quotidiennement avec notre petit CDI. Et je trouve que c'est d'autant plus vrai quand je vois le contenu qui sort récemment sur YouTube. L'algorithme a tendance à promouvoir les contenus un petit peu McDo passe-partout qui ont un taux de clic et une rétention super élevé, mais la question à se poser c'est est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut créer? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut regarder? Personnellement, je suis pas sûr. On arrive à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'aura pris un peu de temps de la finaliser, donc n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça me ferait grave plaisir, merci à tous. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était le Démonteur, merci à tous de m'avoir regardé.